pense que la forme n'est pas le meilleur support pour communiquer à tout le monde. Quand on va voir un objet, une forme, on va interpréter alors qu'on n'a pas tous la même culture. La forme ne fonctionne pas en elle-même. Alors, je m'appuie sur le rituel, je retrouve ce qui est plus proche de l'humain. J'aime parler du design comme d'une anthropologie appliquée. Au cours des siècles, on a ajouté des couches de complexité. Mon travail, c'est de retirer ces couches et d'essayer tout simplement de toucher ce qui est plus humain et ce qui constitue notre vie quotidienne de la manière la plus simple possible. Notre invitée d'aujourd'hui est designer, surnommée la Jeanne d'Arc du design. Bonjour Nathalie Crassé. Bonjour Maya. D'abord, pourquoi la Jeanne d'Arc du design? C'est uniquement par rapport à la coupe au bol ou il y a autre chose? Oui. Non, j'espère que c'est uniquement par rapport à la coupe. On ne sait pas si c'était une femme. Pourquoi vraiment. Que c'est non, je suis pas catholique fervente en fait, tout simplement. Puisque nous sommes dans les surnoms et les prénoms, pourquoi Nathalie alors qu'à l'origine vous appelez Nathalie? C'est plus design? Non, pas du tout. C'est comme ça que m'ont appelé en fait des enfants. Je faisais beaucoup de colonies maternelles, des tout petits, 3 ans et demi, pendant les vacances d'été. Et puis, il se trouve que les enfants m'appelaient Matali parce que la première chose qu'ils disent, c'est comme maman, c'est le M en fait, et pas le N. Et petit à petit, c'est devenu mon prénom dans ma sphère intime. Et après, je ne me reconnaissais plus derrière le prénom Nathalie. Ça n'était plus moi, tout simplement. Ça s'est venu progressivement. Alors, Nathalie Crassé, vous grandissez dans la campagne, parents agriculteurs, un village de 90 personnes, et très vite, vous sentez que ce ne sera pas votre milieu d'épanouissement. Oui, je sentais bien que la culture, dans ce village, on parle d'agriculture, on est agriculteur et je sens bien que c'est pas dans cette culture que j'ai envie de me développer. Et très rapidement, surtout quand on est dans un tout petit village, l'adolescence devient un peu compliquée parce qu'on a envie d'aller regarder des films, on a envie, à l'époque, on pouvait pas les regarder chez soi, il y avait la télé bien sûr, mais c'était pas suffisant, on voulait avoir accès à une autre culture. Donc, il se trouve que j'ai aussi une sœur jumelle et donc ça nous a confortés toutes les deux de partir de plus en plus loin. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà dans un petit village puisqu'on allait déjà à la maternelle en dehors du village. Il n'y avait plus d'école déjà dans le village. Donc pour aller à la maternelle, on faisait 7 kilomètres. Après, pour aller au collège, un peu plus loin. Pour aller au lycée, un peu plus loin. Et en finale, pour arriver à Paris, pour faire des études de design. Donc, mon rêve, c'était de venir à Paris. C'était vraiment ça. Je savais que c'était là qu'il fallait être. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de design dispersées dans toute la France. Il y avait les écoles de beaux-arts n'avaient pas de section design. Donc, si on voulait être designer, en fait, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait venir, on va dire, habiter la capitale. Et de toute façon, c'était mon rêve. Donc, ça tombait bien. Mais pour rester un peu dans l'enfance et l'adolescence et la jeunesse de tout ça, quand vous parlez cependant de votre enfance, cette enfance dans cette ambiance que vous trouvez pas très épanouissante. Si, c'était… Non, moi j'ai une enfance très heureuse. Vous parlez beaucoup de générosité justement en évoquant cette enfance et surtout de votre mère. Oui. Vous dites qu'elle vous a inculqué le goût des autres. Oui, ma mère ne vivait que pour les autres, donc c'est vraiment cette générosité que j'ai dans mon travail aujourd'hui, je la dois en grande partie à ma mère et plutôt l'inventivité du côté de mon père, parce que mon père était toujours en train d'essayer plein de choses. Il était aussi quelquefois toujours en train de penser, je le voyais quelquefois, il mangeait, il était là, mais en même temps, il était en train de penser à quelque chose. Donc voilà, j'ai un peu hérité des deux, comme on sait, on prend un peu des deux et voilà, et ça a donné cette mayonnaise que j'utilise aujourd'hui. J'ai eu une enfance heureuse parce qu'aussi quand on est à la campagne, c'est l'extérieur qui nous sert de plateforme de développement. Et donc, on va prendre un bout de bois. Un jour, ça va être, je sais pas, un piquet de temple. Le lendemain, on va s'en servir pour faire autre chose. Donc, il y a un peu cette idée d'avoir des ressources qui sont à disposition et pouvoir inventer des grandes histoires à échelon, qu'on peut peut-être pas faire dans la ville, parce qu'on peut aussi courir, ça devient, le petit village est vraiment une plateforme de développement pour les enfants. Mais c'était aussi une enfance ancrée, comme vous la décrivez, une enfance blanche. Cette blancheur de l'enfance,
est-ce elle qui vous a donné ce goût de la couleur? Aujourd'hui, vous êtes en blanc, mais en général, toutes les Oui, fois que je vous ai vu, vous êtes très coloré. oui, j'aime beaucoup la La couleur. couleur comme vengeance ou Oui, comme alors rattrapage? ouais, le sol est blanc, mais le ciel est un peu bas. Je sais pas, il y a une espèce d'alchimie. Donc en fait, le sol se mélange au ciel. Et c'est vrai que je l'ai compris très tard, en fait, que en fait, j'utilisais la couleur un petit peu en réaction à cette enfance où j'avais l'impression d'être pas dans la couleur, justement, parce que j'étais même pas dans le vert, puisque c'est une agriculture un peu intensive, donc il y avait plus beaucoup d'arbres, en fait, autour de moi. On était dans le plein air, dans la campagne, mais en même temps, c'est pas complètement vert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser ça, quelqu'un que j'ai rencontré en Espagne d'ailleurs, qui m'a dit mais je connais bien cette partie de la France La et je vois Marne. pourquoi la Marne et je vois pourquoi tu utilises la couleur aujourd'hui parce que c'est en effet un pays assez neutre en fait, une espèce de neutralité qui se dégage. Et enfant et ado, Nathalie Crassé, vous n'êtes pas très intéressée par l'école. Alors, comment atterrissez-vous à l'École nationale de design industriel, ainsi, Alors il faut à dire laquelle que on accède oui. que sur un concours assez dur quand même? Oui, c'est un concours assez dur parce que j'ai déjà fait autre chose avant. Je suis déjà en bac plus 3 parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on est dans un petit village, on ne se sent pas trop légitime pour aller justement essayer de rentrer dans une école comme ça. D'abord, on ne sait même pas qu'elle existe la plupart du temps. Donc, il a fallu attendre d'avoir le bac plus 3 années pour que je puisse me dire, si, je vais quand même essayer d'aller toquer à la porte de cette école et puis je verrai bien, je vais faire le concours. Et donc, il se trouve que j'avais 6 mois de préparation, donc j'ai fait un dossier parce qu'il faut faire un dossier pour rentrer, il faut montrer ses projets pour y rentrer et je me suis fait des projets fictifs, il n'y avait pas du tout d'explication sur comment orienter le dossier, je ne connaissais personne, donc en fait, j'ai fait un dossier un peu toute seule et comme Francis, mon amoureux, était assistant français à Vienne. En fait, j'étais en plus pas à Paris, j'étais à Vienne pour préparer ce dossier. Et voilà, et l'aventure a permis que je puisse rentrer dans cette école. Donc, c'était en fait un espèce de conte de fées pour moi à l'époque. Nathalie Crassé, justement, parce que vous évoquez cette question de légitimité. D'ailleurs, ça m'interpelle beaucoup. Vous savez pourquoi ça m'interpelle? D'abord parce que j'ai fait pas mal d'interviews et peut-être 80% de femmes m'ont toujours parlé de ce manque de légitimité qu'elles ressentaient dans des sphères d'action différentes, des Oui, oui. journalistes, des Alors, designers. J'ai jamais eu ça oui, avec les hommes. Et oui. vous-même, quand vous faites un stage dans un cabinet d'architecture quand vous êtes en troisième, Mm-hmm. et ça vous refroidit par rapport à la spécialité, et c'est dès la troisième que vous vous sentez non légitime Oui, mais à exercer ce oui, métier. Qu'est-ce pas, qu'être légitime? mais pas parce que je suis une femme. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est comme je viens d'un tout petit village, je ne suis pas légitime pour ce type de culture qui est de la création. Mais du coup, je n'ai jamais senti cette illégitimité, on va dire, en tant que femme. Parce que déjà dans ma famille, je pense qu'on ne me le faisait pas trop sentir, peut-être, je ne sais pas, ou j'étais tellement plutôt attentive au fait que les gens voyaient que je venais d'un petit village ou je sais pas, que je n'avais pas leur culture parce que quand on rentre voilà, il faut à un moment donné avoir une certaine culture et j'étais complètement avide de rentrer dans cette culture qu'en fait j'ai complètement je n'ai pas du tout été consciente de ces problèmes de parcours pour les femmes. Ça n'a pas fonctionné comme ça du tout en ce qui me concerne. Et même, je dois dire, à l'école, l'école était un creuset très, très, très sympathique. J'ai jamais senti, là encore, qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes à l'époque dans cette école. Et après, en arrivant à la fois chez Santa Chiara et chez Philippe Starck, je n'ai jamais senti ça. Même On pas. va, on, Voilà. Donc, on en va y fait, arriver. voilà. On va y arriver. Mais justement, pour revenir au parcours qui vous a mené à cette école, vous parlez au fait de cette manière dont vous avez commencé à vous intéresser peu à peu à l'art. Oui. Comment cette idée de vous intéresser à l'art a germé dans ce milieu qui ne vous prédestinait pas Oui, à ce genre d'intérêt? je ne peux pas trop dire. Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait un prof de philo qui un jour nous avait apporté des livres d'art.
Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça le déclencheur? Je ne sais pas. C'était de l'art, on va dire, classique. C'était de l'art. Donc, moi, je suis vraiment plutôt dans l'art contemporain, en fait, parce que c'est vraiment ce qui me parle le plus. Donc, peut-être que c'est ce déclencheur-là, mais je ne peux pas vraiment le dire, en fait. Hein, mais voilà, c'est venu petit à petit. Et en tout cas, oui, j'ai vu qu'il y avait un décalage aussi dans mes études entre les autres élèves et moi, parce que les autres ne s'intéressaient pas à l'art. Sauf une personne, Francis. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, on a décidé d'aller Votre compagnon. Mon compagnon, mon mari, en fait, lui allait faire il prenait des cours d'allemand et moi, j'avais abandonné l'allemand depuis pas mal de temps. Et quand il allait faire un stage à Berlin. Donc, et d'un seul coup, je me suis dit, mince, moi, je vais rester en France, alors qu'à Berlin, il y a toute une culture underground qui est en train d'émerger, notamment une culture design. C'était un design très particulier. Et donc, je suis allée voir le responsable allemand, qui enseignait l'allemand, et je lui ai dit, voilà, je n'ai pas suivi vos cours, mais j'aimerais bien quand même faire le stage pour aller à Berlin. Et j'ai trouvé une place de stage. Et donc, on est partis tous les deux à Berlin, et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait, à Berlin. Dans cette envie de vivre dans un Berlin avant la chute du mur, donc qui était un Berlin complètement underground. Il y avait à Berlin que les gens qui ne voulaient pas faire leur service militaire, beaucoup de vieillards aussi. Donc c'était un peu tous les excentriques qui étaient restés à Berlin. Et une scène créative, musicale, voilà, très très forte, très intéressante. Donc voilà, donc c'était formidable. Tout le monde nous ouvrait les portes. Donc en fait, finalement, plutôt que de faire un stage et même un rapport de stage sur nos stages. On travaillait dans des entreprises. On a fini par faire un stage sur le design et l'art, en fait, et les artistes berlinois. Donc, en rentrant. Et ça fait aussi la passation. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est dit, voilà, c'est le moment où on change. Et Nathalie Crasset, de votre passage à l'ENSI, vous retenez toujours la générosité. Oui. Qu'est-ce qu'une école généreuse? Oui, une école généreuse, c'est une école qui nous donne confiance en nous. C'est le principal pour un créateur. C'est une école qui nous encourage. C'est une école qui ne met pas les gens en compétition les uns contre les autres. Il n'y avait pas de notes dans cette école. Donc, il voulait bien signifier par là que tout le monde avait sa place. Et c'est une école qui nous permet d'avoir une approche personnelle et singulière. Donc, ça, c'est un vrai cadeau qu'on nous fait là. N'était-ce pas plutôt vous qui étiez enfin à votre place? Non, je crois pas. Je crois que je dois beaucoup aussi à l'école parce que c'est une école qui fonctionne sur un cursus individualisé. Donc, j'étais boulimique parce que moi, j'avais tout à rattraper. J'avais toute la culture. Voilà. Donc, cette école, c'est devenu un lieu d'épanouissement et c'est aussi comme ça, je me suis dit, mais toutes les écoles pourraient être pareilles. Toutes les écoles pourraient être un endroit où on a envie de rester, de venir, d'échanger, voilà. Et petit à petit, je me suis aussi intéressée à tout ce qui est école alternative parce que je trouvais que je ne m'étais pas assez épanouie dans les écoles que j'avais fait auparavant, mais que l'école, ça peut être ça aussi. Ça peut être d'un seul coup une plateforme de développement énorme pour quelqu'un qui, si on lui donne une structure spécifique, il y a une méthodologie, une pédagogie particulière. Et le mot qui revient le plus souvent dans votre discours, Nathalie Crasset, c'est générosité. Vous l'utilisez pour parler de votre mère, pour parler de votre travail, pour parler de l'école. C'est quoi cette générosité dont vous parlez? Est-ce la bienveillance? Est-ce autre chose? J'espère que ça va un peu plus loin que la bienveillance. C'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, la bienveillance, c'est déjà beaucoup, j'ai l'impression. Non, la générosité, c'est le fait de donner tout simplement, mais donner à travers l'objet, donner à travers l'espace, donner. Alors ça va se transformer un petit peu au cours des âges en fonction de l'évolution dans mon travail. Moi, j'ai eu cette chance en fait de sortir de l'école avec quelque chose d'assez fort. J'avais l'impression que j'avais trouvé quelque chose et donc j'ai tiré ce fil jusqu'à encore aujourd'hui. Et cette générosité, elle était dans l'idée de dire je ne vais pas donner juste une fonction à un objet, c'est pas assez, il faut aller plus loin que ça. Après, ça s'est transformé dans l'idée de créer des scénarios
des scénarios de vie et donc qui favorisent justement le partage, le vivre ensemble, les biens communs, ce genre de choses. Tout ça, c'est de la générosité. Et après, je suis intervenue dans des lieux où c'était possible de donner de la générosité. Je vais citer la Maison des Petits au 104, qui est un lieu justement qui montre aux enfants, les tout petits, que même s'ils sont nés dans des endroits un peu difficiles, il y a des lieux comme ça où ils ont quelque part une bulle pour être avec leurs parents et pour échanger des choses. Et voilà, qui est un lieu qui a été créé spécialement pour eux. Et je pense que ça change la donne. Ça change la donne quand on donne la générosité. Je pense qu'une génération qui n'a pas eu de générosité ne peut pas en donner elle-même. Vous voyez. Nathalie Crasset, à la sortie de l'ENSI, vous partez en Italie et vous choisissez de travailler avec Denis Santachiara. Oui. Pourquoi était-il si important pour vous de partir? Il était important parce que je voulais casser le cordon ombilical de cette école. Il faut comprendre, cette école, c'était quelque chose un endroit merveilleux. Donc, on avait du mal à sortir de l'école. Alors, même des gens sont restés 7 ans. Il n'y avait pas de date limite, en fait. On pouvait sortir de cette école quand on était prêt, vous voyez. Donc, c'était jusqu'à là le projet pédagogique de cette école. Moi, j'ai fait 4 ans et demi et comme j'avais déjà un bac +3, il y avait possibilité de rentrer et de faire, voilà. Et puis, je me suis dit, la meilleure chose, c'est essayer d'avoir une expérience peut-être à l'étranger, mais même pas, ça n'a même pas été aussi calculé. J'ai eu la chance de présenter mon diplôme à Milan, parce qu'il y a bien sûr ce salon de Milan qui a beaucoup d'importance. Et puis là, je me suis dit, je vais quand même en profiter pour aller rencontrer une ou deux personnes. Et là, je me suis renseignée et en fait, je me suis dit, non, je vais rencontrer qu'une seule personne. Je vais rencontrer Denis Santachiara. Et voilà, et ça s'est fait très rapidement. J'ai demandé un rendez-vous, voilà, et peut-être 10 jours après, j'étais dans son studio. Ça s'est fait, voilà, un espèce de passage assez souple. Et pourquoi vous avez choisi Denis Santachiara? Parce que quand je voyais… Il est autodidacte et en même temps, il était un peu dans la… Et puis, il était un peu dans la fonction magique de l'objet, ce qui est une démarche diamétralement opposée à la vôtre. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de générosité aussi. Et en même temps, à l'époque, je croyais encore beaucoup à l'usage de la technologie et faire en sorte que la technologie puisse nous aider en fait à changer le monde dans le bon sens. Vous n'y croyez plus? Vous dites j'y croyais alors? Oui, mais non, plus du tout. Je pense que là, je me méfie maintenant de la technologie, je me méfie de la notion de progrès. Je pense qu'on a bien vu où ça pouvait nous mener. On a bien vu aussi que c'est une configuration du monde qui est pas du tout la bonne. C'est pas ça qui doit driver le monde. C'est pas le progrès. C'est au contraire le fait peut-être de vivre ensemble ou en tout cas on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est pas ça qui me porte aujourd'hui. Et voilà. Donc en fait, il utilisait aussi beaucoup de technologies, mais avec en effet ce côté magique, c'est-à-dire que donc en fait j'aimais bien ces objets. J'aurais pu très bien dire j'aimerais bien avoir fait ces objets, mais il y avait juste cette différence entre nous. Moi, je n'aimais pas l'aspect magique des objets. Je cherchais pas ça du tout. Et ça a été une expérience formidable parce qu'en fait, Santachiara est quelqu'un de très généreux. C'est une toute petite structure. Il fait aussi ce qu'il veut, c'est-à-dire de la scénographie. Voilà, c'est un artiste avant tout, on va dire, un créateur. Et il m'a donné aussi confiance en mes idées. Voilà, il a montré que, alors que quand on sort de l'école et on est en train de dire ouais, moi c'est bien, on est dans un cocon à l'école, on propose nos idées, donc il y a une certaine réaction, mais après qu'est-ce que ça va donner dans la vie active? Et puis voilà, donc c'était important de voir aussi qu'on pouvait faire ce métier avec cette liberté, parce que on avait un peu l'impression, enfin j'avais l'impression peut-être, je m'étais fait à cette idée que après j'allais rentrer dans une agence de design où il y avait beaucoup de monde et voilà, ça allait pas être du tout la même façon de créer, ça allait pas être du tout la même façon d'interagir avec les gens. Ça n'allait pas être du tout la même façon d'interagir avec les entreprises aussi. Il y allait avoir de la complexité, il y allait avoir des luttes de pouvoir, il y allait avoir toutes ces choses-là qu'on n'a pas du tout à l'école, qu'on n'avait pas à l'école et on n'était pas préparé. Et tant mieux, on était très naïfs là-dessus et je pense que c'est ce qui préserve aussi quelquefois d'être naïf. Et pourquoi Stark à votre retour à Paris? Était-ce uniquement par rapport à la technologie que vous aimiez à l'époque? En fait, non, j'ai fait 3 lettres. Donc, j'ai fait une lettre pour
une agence de design, ce qu'on appelle une agence de design assez grosse, etc. Mais voilà, j'ai un indépendant, c'était Stark, et puis une agence moyenne, on va dire. Voilà, comme je savais pas trop, cette fois-ci, je suis plus allée par affinité, mais quand même Stark m'intéressait parce qu'en fait, lui, il ouvrait les portes. Et moi, j'avais envie d'avoir cette liberté de pas forcément faire que de l'objet, de faire de l'espace, même si je savais même pas si j'étais capable, parce qu'en fait, c'était pas ma formation. J'avais déjà cette envie-là, en fait, de pas me limiter à juste l'objet. Et voilà. Et donc, je suis allée rencontrer Stark. Ça s'est très bien passé. Et là, je suis rentrée chez lui. Et là, ça a été encore un deuxième, on va dire, conte de fées, puisque j'ai travaillé pour, cette fois-ci, comme j'aimais bien la technologie, pour le projet de Thomson. Et je suis devenue, après un an, responsable de ce projet-là, tout en travaillant pour Stark. J'étais détachée de chez Stark, chez Thomson. Et je suis devenue responsable de la structure Team Tom. Il y avait 25 personnes, donc j'étais très jeune. Mais un projet énorme où il y avait beaucoup de choses à inventer et on est allé très loin. Donc, et voilà. Et j'ai vu, je dois dire que le très bon côté de Stark, puisqu'en fait j'étais dépendant, je travaillais pour lui, mais en même temps je le voyais, il venait une fois par semaine et j'étais là avec l'équipe et on avait une liberté d'interaction qu'on avait un peu moins dans son agence, je pense, parce que dans son agence, c'est essentiellement lui qui dessine tout. Bien sûr, c'est normal, c'est son agence, on n'a pas à contester ça. Et au sein de Thomson, on avait la possibilité de proposer des idées. Quelquefois, il dessinait, quelquefois, il regardait nos propositions, il faisait et donc, en même temps, c'était un projet très ambitieux. Il y avait beaucoup d'enjeux. Jamais le design n'avait cette place au sein d'une entreprise. C'était pas juste de faire une petite collection design, hein, c'était tout l'ensemble des marques, parce qu'il y avait plusieurs marques, et c'était vraiment du début à la fin des projets. Donc, c'est-à-dire, on avait la main sur la création, mais aussi la distribution, voilà, toutes les étapes. Et ça, c'était très important pour moi de voir aussi de l'intérieur de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, je vais proposer mes projets aux entreprises et je suis extérieure de l'entreprise. Donc, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et votre premier projet individuel, Nathalie Crassé, sera Team monte à Paris, la colonne de l'hospitalité, une pièce de mobilier sans forme, en fait. Oui, ça c'est la première pièce de mobilier. Donc, de mobilier. Je travaillais beaucoup en travaillant pour Stark, mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je continue à faire mon propre travail le week-end, les vacances, parce que je sentais qu'il y avait une force dans ce projet chez Thomson et que moi, j'avais aussi envie de m'exprimer de mon propre point de vue en dehors de ce cadre-là. Donc, j'ai commencé à faire mes projets en parallèle. Donc, j'étais très, très, très étonnée. Mais la chose qu'on me disait à l'école, c'est que j'avais une grande force de travail. Alors, je n'ai pas trop su ce que ça voulait dire, mais… et voilà. Et donc, l'abattage. Et voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai fait avec la technologie pour mon diplôme et l'appliquer sur le mobilier. Et quand Jim monte à Paris est né, et donc c'est un mobilier qui propose l'hospitalité. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de partir de ces notions-là, l'hospitalité, de partage, etc., des intentions pour faire les projets. Voilà. Et c'est un petit croquis que j'avais mis et d'un seul coup, je ne sais pas, c'est paru dans un des magazines et il y a un éditeur qui était aussi jeune que moi et qui est arrivé et qui a dit on va produire ce meuble. Donc, ce n'était pas juste un croquis, c'est devenu un vrai objet et une vraie aventure avec des éditeurs qui s'appellent Domo et Pérez. Donc, on a fait le prototype et ni une ni deux, on a été le montrer au Salon de Milan. Et il y avait un petit salon, c'était la première édition, le salon satellite, qui proposait à des jeunes créateurs d'exposer leurs trouvailles, leurs objets. Et on a fait ça ensemble. Et comment a été reçue votre colonne de l'hospitalité? Très bien, en fait, pour moi, c'était un test. Oui. C'est une colonne, en fait. En effet, elle avait la forme de l'hospitalité. Donc, oui. Et très bien parce qu'en fait… Est-ce que l'hospitalité a une forme? Oui, justement, j'essayais de la mettre en forme et je pense qu'elle a plusieurs formes. Elle n'a pas qu'une seule forme. Et j'en garde… Pour moi, c'était un peu un test parce que c'était vrai que cette colonne était un peu extraterrestre. On est dans une culture en France
de l'objet léché, de l'objet sophistiqué, vous voyez. Donc voilà. Et d'un seul coup, moi, j'arrive avec une colonne, voilà, un parallélépipède comme ça, un peu sec. Et en fait, tout la générosité du projet est dans le fait que ça prenne peu de place quand Jim n'est pas là, mais quand Jim arrive, ça se déploie et là, ça crée symboliquement un espace avec une petite lumière et un petit réveil. Et en fait, c'est vraiment donc pendant ce salon que j'ai compris, parce que pour moi, c'était important que les gens aient envie de l'objet, qu'ils comprennent et qu'ils pensent que ça fait sens, en fait. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont vraiment félicité. Il y a des gens qui, déjà, ils souriaient quand ils passaient. Ils voyaient la colonne fermée et la colonne ouverte. Et là, donc ça, c'est déjà énorme. Il y a une espèce de complicité déjà. Il y a même des gens qui m'ont serré la main en disant bravo, à continuer comme ça. C'était extraterrestre complètement. À l'époque, il n'y avait rien du tout autour de ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'objet comme ça qui se déployait, qui avait cette sorte d'esthétique, en fait, de non-esthétique. Et voilà. Et donc, ça m'a beaucoup confortée. Il y a encore beaucoup aujourd'hui de gens, d'une certaine génération, bien sûr, mais qui me parlent de cette découverte. La première fois qu'ils ont entendu parler de moi, c'était au salon et au salon satellite, en regardant ce projet que j'avais proposé. Donc, ça m'a réconfortée en me disant, voilà, ça fait sens pour les gens. Même si ce n'est pas encore prêt pour les ventes, parce que c'est différent de faire sens et en même temps, d'un seul coup, voilà, avoir envie de l'acquérir. Voilà, il faut aussi un système de distribution puissant pour le faire. Et voilà, je savais que j'étais dans la bonne voie. En fait, le plus important pour un designer au départ, c'est aussi d'être récompensé par ses pairs. En fait, on va jamais peut-être être récompensé au départ par la personne qui vont acheter, mais déjà, si ça fait sens par ses pairs, enfin, si les pairs qui sont autour de nous envoient un petit signe en disant ça fait sens, continue comme ça. Ça donne de la légitimité. Voilà, ça donne de la légitimité et voilà. Donc, fort de ce projet-là, après j'en ai fait un peu mon emblème et voilà, ça a commencé à et aussi dans le fait de dire, je faisais plutôt des objets qui étaient des objets en très grande série. Et en tant que designer industriel, parce que c'est ma formation, je pensais que c'était ça la beauté de la chose. Une idée, la multiplier, la donner à tout le monde. En fait, c'est ça aussi une sorte de générosité. Mais en fait, j'ai aussi compris qu'on pouvait peut-être donner plus, aller plus loin, à un petit groupe, un plus petit groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont acheté des colonnes, c'est une petite communauté un peu particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, je l'ai appris aussi à ce moment-là. Et cette démarche, Nathalie Crassé, pour surplomber la forme à partir de votre projet Jim monte à Paris, cette démarche, quand est-ce qu'elle a commencé à s'éclaircir dans votre esprit? Elle était déjà là. Et au-delà de la forme. Oui, au-delà de la forme, elle était déjà là. J'étais à l'école. J'étais à l'école quand je me suis dit, je peux pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon diplôme, il y avait 3 niveaux dans chaque objet. J'ai fait 3 objets. J'ai appelé ça la trilogie domestique. Mais pour vous donner un exemple, j'ai fait une lampe. En fait, c'était un cube tout simple qui était sur un pied, très simple, le minimum possible. Et en fait, quand je voulais allumer la lampe, c'était une diapositive qui faisait le on-off. Donc, je mettais la diapositive à l'intérieur d'une fente. À ce moment-là, la lumière s'allumait. Et en même temps qu'il y avait de la lumière, il y avait une projection toute simple. C'est un système avec une lentille, etc. Et en même temps, ça s'appelait diffuseur parce que une lampe, c'est d'abord un diffuseur. Elle donne quelque chose. Diffuseur de lumière, d'image et de mémoire. Donc, on voit ici, en fait, les 3 niveaux de ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire des choses dont on ne parlait jamais dans une école de design, c'est-à-dire la fonction première, une fonction qui est secondaire et puis une fonction complètement symbolique, vous voyez, complètement ou imaginaire, en fait. Et en fait, l'objet, il embarque tout ça. Mais en fait, à l'époque, on n'en parlait pas. Et donc, moi, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. C'est ça que j'ai envie de faire. Je sens bien que la fonction, ça peut pas fonctionner. Enfin, ça peut pas. C'est pas suffisant. C'est un dû, ça doit fonctionner, mais c'est pas suffisant. Les gens ont besoin d'autre chose. Vous évoquez aussi, pour votre idée de surplomber la forme, vous évoquez aussi un incident que vous avez eu chez Stark, lorsque Stark a créé la radio en bakélite. Oui, mais c'est pas vraiment un incident. Il faisait référence à Brancusi, les gens voyaient la souris
Et ça vous a interloqué? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc j'avais déjà eu cette intuition-là à l'école et j'ai commencé à chercher là-dessus et j'ai eu une confirmation avec cet objet. Donc Stark voulant rappeler les débuts de la radio, c'est dire on va faire des objets en bakélite, qui est un peu le premier plastique et ce qui était une très bonne idée d'ailleurs. Et il lui a donné la forme de la tête de Brancusi, qui a une forme d'œuf comme ça, avec le petit nez. Puis il a juste mis à la place de la bouche, bien sûr, le haut-parleur. Et c'est un objet qui est sorti vraiment en grande gamme. Hein. C'était pas l'idée d'en faire une toute petite collection. Oui. C'était vraiment. Et en effet, donc curieux de savoir ce que les gens pensaient de cet objet-là, on allait dans les magasins et c'était les Darty, c'était tous les objets, enfin tous les distributeurs qu'on connaît. Et en fait, voilà, et très vite est remonté le fait que comme on avait une antenne qui était souple, c'était pas une antenne télescopique en fait. Oui. Les gens appelaient ça la souris parce qu'un œuf plus une antenne souple donne une souris. Et voilà. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est encore une démonstration que la forme n'est pas lue de la même façon par tout le monde, parce que les gens qui n'ont pas la référence Brancusi ne vont pas lire cette forme de la même façon. Mais Madali Crassier, cette manière d'interpréter la forme de l'objet, ne fait-elle pas finalement partie de la finalité, une des finalités de l'objet, l'appropriation, c'est-à-dire que chacun s'approprie l'objet selon sa culture? Oui, bien sûr, mais on peut s'approprier l'objet. Moi, je suis vraiment pour l'appropriation. Mais à un moment donné, il y a quand même un grand écart entre, vous voyez, faire référence à Brancusi et d'un autre côté, imaginer que ça puisse être un œuf. Je veux dire qu'à un moment donné, notre métier, c'est de contrôler un tant soit peu ce qu'on met dans l'objet et comment il va être lu, en fait, cet objet. S'il n'y a pas du tout, il suffit de lancer justement n'importe quel projet, puis après, on se dit que les gens vont le lire. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je pense qu'il doit y avoir un minimum commun d'interprétation commune, et puis après, il y a une partie de l'objet qui peut être interprétée, ou en tout cas, c'est plus l'appropriation dans l'usage qui doit donner une certaine liberté. D'ailleurs, votre rapport à la forme imprimera votre rapport au dessin, un rapport singulier. Vous voyez le dessin comme un aboutissement et non pas comme un départ, comme on l'imaginerait, comme moi je l'imaginerais dans le design. Tout à fait. Je me méfie un peu du dessin. Au départ, je m'en méfiais beaucoup parce que je pense que il faut garder une attitude assez souple en fait quand on crée, parce qu'il faut aussi avoir envie de retourner en arrière. Et quand on se met à dessiner, on est obligé de choisir. On peut pas dessiner tout en fait. Donc on est déjà en train de sélectionner. Et donc moi j'essaie d'avoir une image mentale assez forte avant de dessiner. Puisque j'ai pas envie de figer les choses. Et comme on est humain, on va pas forcément détruire son dessin. Et d'ailleurs, cette leçon, je l'ai eue à l'école. À un moment donné, on avait passé, je me souviens, j'avais passé un week-end à dessiner quelque chose. Et il y a un intervenant à l'école qui s'appelle Pippo Lioni, qui est arrivé et qui a déchiré mon dessin. Alors au début, c'était un peu violent pour moi. Et après, il a dit, ce n'est qu'une idée. Il faut, si elle n'est pas bonne, il faut passer à autre chose. Et voilà. Et ça a été très, très formateur, en fait, de ce point de vue-là. Donc, justement, avec le confinement, parce qu'on va venir sur des choses un peu plus actuelles, pour la première fois, j'ai eu des temps longs pour dessiner. Et donc, j'ai pris des blocs et j'ai dessiné. Et je pense que c'était assez beau. Puisque j'avais jamais, moi je voyage beaucoup, je suis quelqu'un qui est très active. Et le fait de savoir que tout le monde était arrêté et on était tous dans la même situation et en fait j'ai fait un déconfinement dans la forêt chez une amie, dans une maison que j'ai transformée pour elle, une ferme, je me suis mis à dessiner et ça a donné en fait ce livre qui vient juste de sortir aux Presses du Réel et qui est rempli en fait de croquis, je ne sais pas si on voit bien. Le titre, Madali Crassier, parce qu'on ne le voit pas bien. Madali Crassier, c'est la collection qui s'appelle The Drawing Center et ça s'appelle Les Trognes. Les trognes sont à la fois des arbres et à la fois des visages. Et voilà, et ça a donné vraiment des dessins qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude dans le monde du design, en fait, qui sont plutôt des dessins imaginaires. Et voilà, j'ai rempli je ne sais pas combien de carnets. Et
Et c'est assez merveilleux parce que c'est grâce au confinement. Je pense que j'aurais jamais eu C'est une évolution que vous allez garder, sur laquelle vous allez bâtir quelque chose, ou c'est juste je sais pas, parce que qui vous a inspiré ça? Vous avez envie de bâtir sur ça? La situation était comme ça. Pour l'instant, c'est une espèce de magma. J'essaie d'extraire certaines parties. J'en ai fait des céramiques, donc je les ai passées en volume. Enfin, après, il y en a un qui est devenu aussi un dessin qui est devenu un néon. J'ai fait des petites animations aussi en les mettant bout à bout parce que c'était un peu un travail sur des formes évolutives. Donc ça va très bien pour faire ça. Donc c'est marrant en fait. Mais je pense que c'est vraiment cette idée de prendre le temps. Avant, je ne prenais pas le temps. J'étais dans d'autres logiques en fait. Prendre le temps et puis un petit peu d'anxiété parce qu'on ne savait pas vraiment où on partait avec cette aventure du Covid. Et les deux mélangés. Et en fait, j'écoutais aussi Compromat en boucle. Donc, c'était une espèce de rituel comme ça. Et voilà, je me suis créé cette bouffée d'imaginaire pendant le premier confinement. Et vous définissez votre travail comme 81% de pensée. Oui. Ce chiffre si précis, comment vous y êtes arrivé? Oui, je sais pas si c'est 80, 80. Je me suis dit 81% quand même. 80, ouais, je dirais 80, je sais pas. C'est juste pour exagérer un petit peu et pour montrer bien que notre métier, c'est justement pas de la forme en fait. Hein. C'est autre chose. C'est d'analyser. D'abord, avoir un sens critique. Je pense que ça c'est important. D'autre part, avoir cette capacité à se projeter, hein, parce qu'il y a, par exemple, en France, le sens critique est assez bien réparti sur la population. On est tous un peu critiques, oui. Ça c'est bien. Mais après, il y a l'idée d'analyser et puis à partir de cette analyse, pouvoir rebondir et se projeter. Et voilà. Et donc, c'est en ça où je pense que tout ça, c'est avant tout de la pensée. Hein. Et après, il y a une matérialisation qui est la fin du processus. Mais si on n'est pas parti sur la bonne réflexion, on n'arrivera pas au bon projet non plus à la fin. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas non plus juste, excusez-moi, c'est pas non plus juste résoudre des problèmes, notre métier. Ça doit être bien au-delà de ça. Et donc, dans cette première phase qui est cette histoire de pensée, j'essaie toujours de faire référence à des travaux de philosophes, de sociologues, d'anthropologues. Voilà, c'est comme ça que je me nourris et ce qui va donner de la chair à ma recherche et qui va me permettre aussi de faire un travail peut-être un peu plus social, plus ancré, plus pertinent en tout cas. Et justement, vous revendiquez, Nathalie Crassé, un design de rupture. Qu'est-ce qu'un design de rupture? Un design de rupture, c'est l'idée de ne pas continuer donc c'est pas un design de micro-évolution, c'est pas un design où on garde ce qui est fait. C'est pas ma méthodologie. En général, je regarde pas ce qui est fait. Je pense qu'il faut passer plus de temps à réfléchir qu'à regarder ce qu'il y a déjà. Et si on prend suffisamment de temps pour réfléchir et pour amener des choses qu'on a à l'intérieur et en quelque sorte convoquer le sensible, parce que le sensible n'est pas quelque chose qui vient tout seul, hein. Il faut le convoquer, il faut qu'il y ait une situation particulière, une plateforme pour le convoquer, un projet. Et là, on va forcément arriver sur quelque chose de différent que personne n'aura fait en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plutôt ça qu'il faut privilégier plutôt que d'aller regarder ce que fait l'un ou l'autre, voilà, et essayer de faire différemment. Vous êtes dans une démarche de design engagée. Et comment conciliez-vous cette démarche avec le design objet de consommation aujourd'hui, oui, avec les effets de mode, tout ça? Oui, au fait, j'essaie de ne pas faire ce type d'objet et c'est possible. Je pense que de toute façon, on va avoir de moins en moins d'objets à dessiner. Hein. J'espère. J'espère que donc, le métier de designer est en train de muter et tant mieux. J'espère qu'on est assez mature en fait pour comprendre ça. Et en fait, le rôle du designer aujourd'hui, ça va être de dessiner des objets, mais qui nous font prendre conscience de nos choix, hein, ou qui nous aident à faire des choix. Donc, en fait, il y a plein de sujets où on a besoin de changer. Hein.
Ça peut être l'habillement, mais ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être, voilà, donc ça peut être aussi comment on habite. Voilà, donc en fait, c'est essentiellement ça qu'il faut. Donc, c'est pas un objet de plus, mais un objet qui nous aide, en fait, à avoir un autre comportement, une autre attitude et qui nous met, en quelque sorte, qui nous aide à franchir le monde qu'on peut appeler le monde de demain dont tout le monde parle. Mais la massification de la culture, Nathalie Crasset, ne rend-elle pas tout ça hasardeux et difficile? Non, je ne crois pas. Non, alors oui, parce qu'en fait, tout est. En fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a pas de culture underground. Je veux dire, même le capitalisme a complètement englobé toute la culture. Exactement. Et voilà. Donc c'est voilà. Mais il faut pas avoir peur non plus d'essayer des choses, de proposer des choses. Et puis si le projet en fait fonctionne bien, il peut être à la rigueur repris ou dans son essence pour faire changer les choses. Voilà. Nathalie Crasset, vous avez conçu des objets pour Ikea, des lampes, une lampe, des kiosques parisiens, des écoles, des hôtels, dont un magnifique à Nafta d'ailleurs. Est-ce que vous suivez la vie des objets? Bien sûr. Des lieux, des endroits. Ce qui est intéressant justement dans un des projets que j'ai fait pour Ikea, justement, c'est la garde-robe. Il était possible de la personnaliser, cette garde-robe. Et donc, j'avais proposé à Ikea de créer un site spécial où tout le monde aurait pu poster justement ces images. Alors, ils ne sont pas allés jusque-là, mais ils ont quand même accepté qu'on mette à l'intérieur de l'objet un petit fascicule où j'expliquais pourquoi j'avais fait ce projet et on montrait différentes façons différentes pistes pour s'approprier l'objet, pour donner des idées en fait au départ. Donc ça, c'était déjà un grand pas parce que ça n'existe sur aucun d'autres projets Ikea. Et en fait, travailler pour Ikea, c'est assez intéressant parce que c'est tout de suite des volumes assez grands et on sait que son projet, il va aller à l'autre bout du monde et puisqu'ils font pas de séparation entre, enfin voilà, les objets en général sont diffusés mondialement. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de travailler avec des entreprises comme ça qui ont un pouvoir énorme parce que c'est eux qui ont les leviers du changement. Et donc, quand j'ai travaillé sur le projet de la lampe, je sais qu'ils étaient par exemple en train de développer une ampoule à LED à moins d'€1 dans l'idée de dire qu'il fallait remplacer complètement les lampes à incandescence, qui est quand même super intéressant puisqu'il y a, je crois, si je me souviens bien, 60% de l'énergie qui n'est pas utilisée pour faire de la lumière, mais de la chaleur qui sert à pas grand-chose en fait, et qu'on a utilisé pendant des années et des décennies ces lampes, ne sachant pas que en fait c'était pas la bonne solution. Donc, vous voyez, donc en fait, je pense que ces grandes entreprises aussi ont des capacités ce sont des entreprises qui peuvent être des leviers pour changer les choses. Et il y a des toutes petites qui sont des précurseurs, qui sont les défricheurs, qui vont poser, essayer, expérimenter, proposer des dispositifs, proposer des objets, et après, bien sûr, les autres vont suivre. Tout ça, c'est un mécanisme qui est déjà connu. Et est-ce qu'en général, la vie de vos objets, la vie des lieux que vous concevez, finit par ressembler au scénario que vous avez élaboré, ou est-ce que les objets, les lieux se rebellent? Alors moi, j'aime bien que les gens s'approprient les objets et l'utilisent différemment. Quand j'ai fait le fameux gym, j'ai eu des témoignages où les gens ne l'avaient pas acheté pour faire un lit, mais par exemple une espèce de plateforme pour que les enfants jouent dessus, ou voilà. Donc ça, c'est pas du tout, voilà. Ou un autre qui avait fait en fait une chambre spéciale pour le gym, en fait une espèce d'une chambre toute petite, et en fait il y avait le gym qui était encastré même dans le dans le mur, donc il avait sa place et en même temps juste la place pour se déployer, vous voyez. Donc moi j'aime bien ça. Je pense que ce que j'aime bien justement, c'est donner un potentiel, c'est pas donner de l'objet, c'est donner un potentiel pour en faire quelque chose. Et on a perdu quelque part ça, il faut le retrouver, cette liberté d'usage. Merci beaucoup, Nathalie Crasset. Nous allons nous quitter sur votre choix musical. Expliquez-nous votre choix musical.
Vous nous avez déjà parlé de ce choix, vous l'écoutez en boucle pendant le confinement. Oui, et il se trouve que ça me rappelle Berlin, puisque c'est en allemand, vous allez voir. Enfin là, la chanson est en français, au contraire, mais le reste de l'album est en allemand, donc ça me rappelle vraiment, voilà, c'était aussi la nostalgie de mon passage à Berlin. Et puis en fait, c'est chanté la chanson par Adèle Haenel, donc on sait le rôle qu'elle a pour le féminisme en ce moment en France, et voilà, je crois que c'est important aussi pour ça. Merci beaucoup Nathalie Crassé. Nous allons clore cette émission comme d'habitude sur le choix musical de notre invité. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine déconfinade. Merci et au revoir. Merci. Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.